soyez les bienvenus dans l'espace des livres. Votre invité, aujourd'hui, a l'habitude de dire que l'écriture lui a sauvé la vie. Car lorsqu'à l'âge de 8 ans, elle tombe gravement malade et est déclarée perdue, elle commence à écrire par besoin d'extérioriser sa peur, mais aussi parce qu'elle croit profondément en tant qu'elle écrira, elle ne mourra pas. Et inexplicablement, bien que les médecins aient renoncé, la maladie régresse. Peu à peu, elle reprend des forces, recommence à marcher, elle travaille avec acharnement ses cours par correspondance sans jamais cesser d'écrire. 250 poèmes, des chansons, un roman, ce n'est qu'à 15 ans qu'elle retrouve une vie pleinement normale. Elle ne pense plus qu'à écrire, lire, chanter, vivre à tout prix. Elle écrit des chansons, des nouvelles, des pièces de théâtre, dont l'une destinée aux adolescents sera couronnée d'un prix, chante dans les bals populaires, organise un festival de théâtre, monte des spectacles sur différentes scènes à travers France. En 1995, elle dépose un dossier d'insertion et obtient le RMI pour écrire ce qui deviendra le lit d'Aliénor. 5 ans après, elle envoie son manuscrit à Bernard Fixot, avec qui elle signe son premier contrat, et c'est le succès, plus de 100 000 exemplaires vendus en librairie en France, 800 000 exemplaires vendus dans le monde. 2 ans après, les héroïnes de son bal des Louves rencontrent le même succès auprès du public. Elle est l'auteur notamment de la série Les Lionnes de Venise aux éditions XO. Il s'agit de Mireille Calmel. Elle vous présente le tome 2 de La fille des Templiers aux éditions XO, qui d'ailleurs on en profite pour les saluer surtout Stéphanie, qui sans elle cette interview n'aurait pu se faire. Bonjour Mireille Calmel et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Bonjour, Comment allez-vous Mireille? très bien, merveilleusement bien et ravie de vous retrouver, bien évidemment, vous et puis vos auditeurs. Mais avec le plus grand des plaisirs, on vous avait eu il y a quelques temps pour le tome 1. Le tome 1 a plutôt cartonné et tout le monde attendait ce fameux tome 2. Il y a plein de personnes sur les réseaux sociaux qui disaient à quand le tome 2, à quand le tome 2. Ben ça y est, ils l'ont enfin. Depuis fin octobre, il est sorti. Mireille Calmel, avant de parler de cet ouvrage, on va revenir sur un point qui nous a interpellés, nous. Vous dites, et je cite, tant que j'écrirai, je ne mourrai pas. Cette force d'écriture qui vous aide à... C'est cette force d'écriture, oui, qui vous aide à tenir ainsi, Mireille? Bon, elle m'a sauvé la vie à plusieurs reprises, oui, effectivement, cette écriture-là. Mais alors, et évidemment, si c'était un médicament fiable, je crois que ça se saurait depuis longtemps. Ça a démarré quand j'étais toute petite, quand effectivement ces médecins m'ont déclarée perdue. Je me suis accrochée à, je me suis accrochée à cette certitude que je serais un écrivain, que j'avais des histoires à raconter, des choses à dire aux gens. Et voilà, donc ça a marché cette fois-là, ça a marché d'autres fois après, puisque la mort je l'ai côtoyée à de nombreuses reprises. Euh, mais, euh, et chaque fois avec cette envie de vivre, cette force de vie qui, je sais pas, vous savez, lire a toujours été un moyen pour moi, et comme il l'est pour beaucoup de gens, de s'évader du quotidien, d'un quotidien difficile, de moments douloureux. Ça nous permet de nous projeter ailleurs et plonger moi dans une autre époque, pour me plonger dans une histoire qui me fait vibrer parce que je l'écris et que je la ressens et c'est quelque part changer de peau à un moment donné. Et changer de peau, c'est aussi changer pour un corps sain, pour une âme plus différente. Donc, alors je ne sais pas comment ça marche. Je sais seulement que certains de mes livres ont eu ce pouvoir-là aussi, dont un particulièrement, La rivière des âmes, a eu ce pouvoir-là de guérison sur des gens. Vous dire voilà comment ça marche. Je ne sais pas comment ça marche et je ne veux pas savoir. Je crois que ce qui est important, c'est la force de vie que l'on a en soi et le but que l'on se donne pour pouvoir rompre la maladie, la souffrance, le désespoir et survivre, quoi que l'on ait à survivre. Quelles sont vos passions? Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous n'écrivez pas? Je pense que oui, ça arrive. La famille, je pense, c'est important, je crois, pour vous. Oui, c'est primordial pour moi parce que je suis une maman, je suis une grand-mère, donc forcément j'accorde beaucoup de place à mes enfants, mes petits-enfants, à mes adoptés de tout cœur et de tout poil, je vais dire, puisque c'est vrai que la maison a toujours été un sanctuaire, comme l'était la maison de ma mère, pour les gens un peu en détresse. Donc voilà, mes enfants ont cette manie de me ramener des copains,
Voilà, et moi d'accueillir des copains qui ne vont pas bien. Mais, euh, mais en dehors de cela, j'adore nager, j'adore la nature, j'adore bricoler. Vous voyez, là, pendant le mois qui vient de finir, là, j'ai peint, j'ai fait de la plomberie, de la peinture, du carrelage. Voilà, j'adore ça. Et ça me défoule bien aussi. C'est très physique, mais ça compense un peu le fait d'être derrière l'ordinateur toute la journée. J'aime bien. Bien Calmel, si bah voilà, on est chez vous, on est avec vous, on le dit aux éditeurs, je vous vois, je suis avec vous. On va leur faire imaginer, derrière vous, il y a une magnifique bibliothèque avec de nombreux casiers. Elle est magnifique cette bibliothèque. Qu'est-ce que l'on peut y retrouver à l'intérieur? Je la vois en face. J'ai l'impression de voir, puisqu'on est sur effectivement Skype, on peut le dire. Et on voit notamment, je vois, il n'y a pas quelque chose là pour les nuls par exemple. Là, je le vois en face de moi aussi. Si, si, si. Il y a La Vendée pour les nuls, qui est un livre d'un de mes amis, voilà, donc de Michel Chamard, pour ne pas le citer d'ailleurs. Non, bah, vous savez, il y a de tout il y a de tout dans cette bibliothèque. Il y a mes livres à moi, parce qu'il faut bien les mettre quelque part. Il y a le livre de mes amis auteurs, qui me les envoient, et que j'ai plaisir à lire. Et puis il y a tous les livres que moi j'ai envie de lire et qui s'entassent parce que je n'ai pas encore le temps. Il y a aussi tous les ouvrages qui me servent pour mes recherches. Donc oui, la bibliothèque est grande. Et de temps en temps, je demande à mes copains de venir piocher dedans pour faire de la place, de manière à ce que je puisse continuer à la remplir régulièrement. Quels sont par exemple les auteurs que vous aimez, que vous dites, tiens, chaque année, il faut que j'achète son livre. J'achète peu de livres aujourd'hui parce qu'effectivement j'en reçois beaucoup, et déjà parmi ce beaucoup, il y a beaucoup de livres que je veux lire, et il me reste peu de temps pour le faire. Mais, euh, mais en règle générale, ce que je lis, c'est surtout des polars ou des thrillers. Peu de romans historiques. Euh, alors, polar et thriller, pourquoi? Parce que le rythme, parce que la tension d'un polar ou d'un thriller fait que je ne lâche pas. C'est-à-dire que je le commence, je le finis. En général, c'est dans la nuit, hein, ou dans la journée quand je suis en vacances, mais c'est rare que je sois en vacances. Mais voilà, donc c'est plutôt ça. C'est plutôt ce côté-là. J'ai besoin d'être tenue en haleine jusqu'au bout, sinon je décroche. Je le pose, et si je le pose, c'est foutu, je le reprends pas parce que j'ai pas le temps, parce que voilà. Euh, c'est aussi, c'est aussi enfin, ce choix-là littéraire entre guillemets, c'est aussi parce que je n'aime pas refaire l'histoire de mes copains. Et en général, quand je commence un livre qui n'a pas trop de rythme, je commence à gamberger. Et je fais faire au personnage qu'il a créé des choses qui ne sont pas forcément dans le livre. Donc, ce qui fait que j'arrive à la fin du livre et je suis déçue parce que c'est pas mon histoire. C'est très frustrant tout ça. Donc, je suis une très grande lectrice. Je suis capable de lire de tout, hein. J'ai vraiment lu beaucoup, beaucoup de choses. Mais voilà, donc c'est toujours un petit peu très éclectique. Mais en même temps, c'est vrai que les périodes où je travaille, il faut vraiment que je sois dans du polar ou du thriller, quoi. Sinon je décroche. Après, bah, que vous dire, j'adore Janine Boissard, qui est une amie de longue date, et que je lis depuis très, très, très longtemps. Frédéric Hébrard, évidemment aussi. Voilà, mais là, on parle d'auteurs très populaires aussi, des gens qui ne sont pas du tout là dans le polar, le thriller. Quoique Janine, elle a commencé, il ne faut pas oublier, hein, Janine Boissard, elle a commencé par du polar, et elle y revient dans ses derniers livres, donc c'est très très bon, très très fin. Elle a une analyse des personnages extraordinaire, j'aime beaucoup. Voilà, donc comme quoi, vous voyez, les années peuvent tourner, mais la plume reste. Il y avait une grande dame que j'aimais énormément aussi, et qui, elle, m'a invitée sur les romans historiques pendant très longtemps, au tout début. C'était Jacqueline Monsigny, qui est partie il n'y a pas très longtemps, qui s'est éteinte il n'y a pas longtemps. Voilà, après, je peux citer évidemment Bernard Minier, qui est avec moi chez XO, évidemment Romain Sardou, qui est aussi chez moi chez XO, mais ne croyez pas que c'est un choix parce que c'est une maison d'édition, ce sont de très très grands auteurs. Voilà, il y a Nicolas Beuglet qui vient d'arriver aussi dans l'écurie, qui me fascine parce qu'il a une manière de rentrer dans le polar,
j'allais dire, dans la tête des psychopathes qui me glace jusqu'au sang et que j'adore. Voilà, Éric Norek. Bon, après, vous savez, je fais partie de la Ligue de l'imaginaire, donc qui comprend. Qui comprend Migné et Norek, d'ailleurs, c'était tout récent, mais qui comprend Werber aussi. Enfin voilà, donc j'ai plein de livres autour de moi, plein d'auteurs merveilleux, et je suis comme une petite fille devant un sapin de Noël chaque fois, en me disant, bon, allez, chic, 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 ah voilà, chouette, il y a le dernier, il y a ci, il y a là, et puis je mets sur une pile, parce que comme tous les écrivains, ben, la pile est très grande, et on la regarde avec envie, tout en se disant, ah d'abord, il faut que j'écrive le mien là. Un mot sur une personne qui, effectivement, ben, est dans le même registre que vous, Jean Daillon. Un mot sur Jean Daillon qui, oui, c'est le Mireille Calmel, mais masculin. Alors Jean Dayan, c'est un homme que je respecte énormément, qui a une énorme culture et que je connais depuis très très longtemps. On est à peu près sur la même période, souvent d'ailleurs, on se chevauche un petit peu. Et bon, alors je vais vous dire, je ne le lis plus depuis longtemps. D'abord parce qu'il a, il fait ce que moi je ne fais pas, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de descriptions et moi je m'y perds un peu dans le sens où j'ai envie que ça avance. Ce que beaucoup de lecteurs apprécient d'ailleurs, hein, puisqu'il a beaucoup de lecteurs, Jean, et mes lecteurs l'aiment beaucoup aussi. Mais du coup, comme je vous le disais, moi j'ai besoin que le rythme soit maintenu et il prend son temps, Jean, ce qui est une des forces de son écriture. Et ensuite parce que comme tous les auteurs de romans historiques, je ne veux pas, surtout pas, faire de plagiat inconscient. Ça, c'est quelque chose qui me terrifie. Quand on travaille sur les mêmes périodes, sur les mêmes personnages, il y a toujours le risque à un moment ou à un autre qu'on enregistre une phrase, qu'on enregistre un paragraphe, qu'on enregistre une scène. Et je refuse que ça arrive parce que je m'en voudrais terriblement si, au détour d'un livre, l'un de mes confrères me disait c'est pas cool, tu m'as piqué un truc. Quoi. Donc ça, c'est insupportable pour moi, donc voilà, j'évite. Je vais même vous dire, quand j'ai écrit La fille des Templiers, puisqu'on va y revenir, la première scène du livre commence par la scène du bûcher, donc la mort de Jacques de Molay. Quelqu'un l'a décrite absolument de manière remarquable, c'est Maurice Druon. Donc marcher sur les pas de Maurice Druon, c'était très difficile pour moi, évidemment, puisque je considérais ne pas lui arriver, et je considère toujours ne pas lui arriver à la cheville. Mais il fallait que j'écrive cette scène. Donc j'ai choisi un angle d'attaque qui n'était pas le sien, un angle d'attaque qui n'avait jamais été utilisé par d'autres romanciers pour être certaine qu'à aucun moment je ne pouvais faire de plagiat inconscient. Mireille Calmel, cette fois-ci, on va s'intéresser à votre dernier roman, La fille des Templiers, c'est le tome 2, c'est aux éditions XO. Comment s'est passée la phase d'écriture pour ce tome 2 après le tome 1? Oui, comment vous avez un petit peu fait en sorte que le tome 2 puisse se construire gentiment et doucement? Il s'est construit surtout dans la continuité, puisque je reprends quasiment à l'endroit où je m'étais arrêtée. Alors évidemment, vous allez me dire, mais pourquoi vous coupez un livre en deux? Question piège. C'est vrai que souvent, quand je fais un tome 2, c'est parce que je reprends l'intrigue, soit 6 mois après, soit un an après les événements. Là, on redémarre quasiment exactement à l'endroit où on s'est arrêté. Parce que le livre aurait été très gros et que chez XO, Bernard a toujours eu cette volonté de ne pas faire des très très gros livres pour que les gens puissent lire le soir, partant du principe que lui, il aimait lire le soir dans son lit, mais qu'il ne fallait pas qu'un livre fasse 900 pages parce que sinon c'était trop lourd. Et on se le prenait sur la tête quand on s'endormait dessus. Vous pouvez rire, oui. Mais ça m'est déjà arrivé, donc je sais de quoi je parle. D'où cette contrainte-là. Mais indépendamment de ça, il y avait une raison aussi qui était celle de l'attente d'un document, en fait, et qui n'était pas arrivé à la fin du tome 1. Et il fallait que je prenne un petit peu de temps pour... voilà, je voulais valider quelque chose, je voulais être sûre d'une info qui était primordiale dans le tome 2, et du coup j'attendais d'avoir vraiment ces documents-là pour pouvoir l'intégrer. Donc du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a fait aussi 2 tomes. Voilà. Mais elle est arrivée très peu de temps après, donc ça a été vraiment dans la continuité, et puis surtout dans l'effervescence, parce que
parce que l'histoire est très prenante, très dense et comme je vous le disais, hein, avec la même envie que je peux avoir de lire, j'ai la même envie d'écrire et j'adore ne pas savoir ce que je vais écrire le lendemain et ce qui va arriver sous ma plume. Et vous le faites plutôt pas mal, puisque c'est vrai, c'est totalement rythmé. On ne fait que tourner les pages, on a envie de connaître à chaque fois la suite. C'est soutenu, Oui, vous en parliez tout à l'heure, ça ne me choque pas quand vous nous dites les thrillers, les polars me passionnent parce que c'est rythmé, c'est soutenu, et vous faites avec les mêmes ingrédients, sauf que là, c'est pour voilà, un roman historique et qui... On est aussi pris en haleine qu'un thriller, et vous le faites avec brio. Moi, ma question, elle est toute simple. Racontez-nous en quelques mots cette incroyable histoire que continue de vivre notamment Flore Dupin. Je peux pas vous la raconter. Si je vous la raconte, je vous enlève tous des choses. Mais alors voilà, on reprend un petit bout. Voilà, on reprend un petit bout. On a quitté, alors pour ceux qui ont lu évidemment le tome 1, et on part du principe que tous vos auditeurs ont lu le tome 1, n'est-ce pas? On a quitté Fleur du Pin sur la place de Grève à Paris, où elle avait été emportée par la foule. Et elle assiste totalement impuissante à la pendaison de son fiancé, le jeune Gabriel, le meunier du village de Rethel, avec lequel elle a grandi. Elle a été séparée de lui parce que les soldats du roi et l'inquisiteur Robert Guy étaient à sa poursuite. Et, et elle le retrouve là brutalement. Et Robert Guy est devant l'échafaud et Gabriel meurt. Gabriel est pendu devant ses yeux. Et à la fin du tome 1, au moment où elle voit Gabriel agoniser, un moine lui pique un poignard à hauteur de la taille et la force à la suivre. Voilà, donc on démarre là-dessus, évidemment, puisque c'est à peu près comme ça que le livre se termine. Et on a laissé aussi notre personnage, c'est Jeanne de Dampierre, la maîtresse du roi, la fille de la comtesse de Rethel. On les a laissées en train d'évaler une échelle, puisqu'elles viennent d'essayer de tuer Robert Guy. Elles ont échoué toutes les deux et elles sont poursuivies par les soldats du roi. Donc elles arrivent à ce moment-là, au moment où Flore se fait emmener, elles arrivent elles aussi sur la place de Grève pour tenter de rejoindre le donjon du Temple qui se situait derrière la place de Grève. Elles voient Flore se faire emmener et malheureusement elles ne peuvent rien pour la sauver puisque Robert Guy les aperçoit et Robert Guy lance les lanciers derrière elle. Voilà. Alors, je ne vous dis pas comment elle s'échappe, je ne vous dis pas où est retenue Flore et par qui. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le méchant n'est peut-être pas celui qu'on imagine, ou en tout cas, peut-être qu'il y en a un plus méchant que celui qu'on imagine. Que la tension ne va faire que croître et que vous allez apprendre des choses dans ce deuxième tome que vous ne soupçonniez même, dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Voilà. Ne nous en dites pas plus. Pour cela, il faut, comme vous l'avez dit, tout simplement acheter ce tome 2 qui va vous tenir vraiment, je le redis, en haleine du début jusqu'à la fin. On le rappelle, La fille des Templiers, c'est donc le tome 2, c'est aux éditions XO. Quels sont vos projets pour la suite? Je crois que mon petit doigt m'a dit que vous étiez en train d'écrire. Je suis effectivement repartie en écriture avec un nouveau roman. Alors, il y aura 2 romans en 2019. Il y aura 2 romans, mais qui ne seront pas cette fois une suite. Un roman qui est prévu pour mai 2019, un autre pour octobre 2019. Et tous 2 seront très différents l'un de l'autre. Le premier s'appelle, enfin, pour l'instant c'est un titre encore provisoire, peut-être qu'on le gardera, je ne sais pas, mais en tout cas pour l'instant le titre provisoire c'est La prisonnière du diable. Alors dans ce livre-là, je vais vous parler... Allez, on va jouer au jeu des personnages. Hein. Après, ce sera plus drôle. Petit teaser comme ça, en passant. Donc, je vais vous parler d'un rémouleur. Vous voyez, j'étais encore sur La fille des Templiers. Je vais vous parler d'un tailleur de pierre, puisqu'on est dans un village à 30 km de Nice, dans les montagnes, et qu'on est en train de construire une église. Donc, je vais vous parler d'un tailleur de pierre affecté à la construction de cette église. Je vais vous parler d'une jeune femme, une maman de 2 enfants, enceinte du 3e et prête à accoucher, veuve. Son époux était lui aussi tailleur de pierre et il est mort 3 mois plus tôt sur ce chantier d'accident. Et donc je vais vous parler de cette jeune femme. Pour survivre et pour faire manger ses enfants, elle travaille dans l'auberge du village. Je vais vous parler d'une abbesse qui n'est peut-être pas celle que l'on croit.
d'un conte très mystérieux et assez, comment vous dire, tordu. Tout ça, tout ça va nous amener à un tremblement de terre qui a secoué toute la région en 1494, au point de faire s'écrouler l'église en construction. Je vais aussi vous parler d'une roue de pierre qui tourne depuis la nuit des temps, quelque part dans le monde. Je ne vous dirai pas où. Et cette roue de pierre, elle a une particularité. Elle est gardée par une sororité. Et de temps en temps, sans que l'on sache comment, un nom, une date, un lieu s'inscrivent sur sa tranche, en lettres de feu. Le nom de la personne qui va mourir, la date de sa mort, et le lieu où on peut la trouver. Évidemment, elle ne va pas mourir de mort naturelle, ce ne serait pas drôle. Une famille d'assassins est au service de cette roue depuis aussi longtemps que la sororité qui la garde. Il est l'exécuteur divin. Et cette personne ne doit pas mourir pour ce qu'elle a fait, mais pour ce qu'elle va faire et qui fait d'elle la prisonnière du diable. Le ou la prisonnière. Tout ça va nous amener tambour battant dans une espèce de huis clos que constitue la périphérie d'un village. Alors, pour ceux qui sont curieux, je vous en donne le nom. Il s'appelle Utel, dans les Alpes-Maritimes. Cherchez bien, il s'y est passé des choses étonnantes. Bien ça. Vous nous laissez sur une piste. Eh ben, ne nous en dites pas plus. Comme ça va permettre aux auditeurs et à celles et ceux qui vous écoutent, tout simplement, eh bien, d'aller se renseigner, de regarder un petit peu ce qui s'est passé à cette période notamment. Quant au second ouvrage qui va paraître à l'automne 2019, lui, par contre, euh, est beaucoup plus historique en tant que tel, puisque là, je vais enfin vous raconter l'histoire d'une femme qui me tient à cœur depuis très longtemps. J'avais écrit un mini-roman sur elle en 2005. C'est Jeanne de Belleville, la dame de Clisson, qui, vous savez, son histoire démarre très, très bien, puisqu'elle est amoureuse d'un seigneur qui lui donne deux fils. Elle est heureuse en ménage, et on est pendant la guerre de 100 ans, pendant une des pauses de la guerre de 100 ans. Et puis son époux se rend à la cour du roi de France, pour une raison que ce soit trop long à vous raconter là. C'est un piège. Il sera décapité par le roi de France et sa tête sera piquée à l'entrée de la ville de Nantes. N'ayant pas de nouvelles de son époux, notre belle Jeanne, qui est une femme au foyer, tout ce qu'il y a de plus respectable, va prendre sa charrette, va mettre ses enfants dedans pour aller aux nouvelles. Et la première chose qu'elle voit, évidemment, c'est la tête de son mari aux portes de la ville. Ça va la rendre folle, folle de rage, folle de douleur. Et à partir de là, son destin bascule. Elle va vendre plein de choses. Elle va consacrer toute sa fortune à monter une armée de corsaires. Et elle va, avec ses navires, écumer toutes les côtes de Vendée et toutes les côtes, tout le littoral, pour faire payer au roi de France sa trahison. Voilà. Donc c'est une femme c'est une belle histoire à la fois de vengeance, d'amour, de résilience, et c'est un très 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 beau personnage, voilà, féminin aussi, encore une fois. Il me tarde aussi de vous la raconter. Décidément, Mireille Calmel, vous ne vous ennuyez jamais, vous. Jamais, 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 jamais. Et comme je vous l'ai dit, quand j'ai le risque de m'ennuyer, j'ai un petit bout de chou qui arrive et qui me prend dans ses bras en me disant Mamie. ou, alors, je trouve une pièce à carner. Et non, 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 je précise bien parce que j'ai des, j'ai des lecteurs qui m'ont dit nous aussi, on a une salle de bain à refaire. Mais pas du tout. Passons tout de suite à la minute cool si vous le voulez bien. Un bon moment avec vous pour terminer en beauté cette très belle entrevue. Quel est votre dernier voyage que vous ayez fait? Le dernier voyage, c'était au Portugal, il y a quelques jours avec mon époux. Voilà, mon époux, j'ai renfoncé. Donc ça, c'était très, très chouette. Plutôt araignée ou serpent? Salamandre. Êtes-vous plutôt bœuf bourguignon ou blanquette de veau? Alors, moi, j'ai un problème à la fois avec le lait et à la fois avec le vin. Alors, je vous dirais bœuf provençal. Quel est votre dernier film ou pièce de théâtre que vous ayez vu?
Alors, le dernier film, et tu vois, un moment que j'ai pas vu de film. Par contre, en ce moment, je suis une série sur Netflix. Je suis comme tout le monde, de temps en temps, entre deux romans, j'aime bien aussi une série. Alors là, je suis en train de suivre une série que je vous recommande, qui s'appelle Blacklist. Enfin, Mireille Calmel, vous êtes seule sur une île déserte. Oui, je sais, ça sonne vraiment bien. Quel objet aimeriez-vous avoir? Un couteau. Mireille Calmel, rappelons que vous êtes l'auteur de La fille des Templiers, tome 2, aux éditions XO. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Guillaume. Je suis ravie vraiment de passer ce moment avec vous. Puis, bon, j'espère qu'il y en aura d'autres. Avec le plus grand des plaisirs, on a hâte, bien entendu. Nous, eh bien, on vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro. Et on vous remercie surtout de votre fidélité, de votre écoute. Rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures littéraires. Bonne lecture, salut!